Mes amis, bien le bonjour. Vous êtes nombreux à m'écrire pour me demander des conseils pour les chercheurs d'emploi. Alors, pendant de nombreuses années, j'ai été soit moi-même chercheur d'emploi. C'est pas une situation confortable et je comprends que les gens qui sont là-dedans ont besoin d'aide, ont besoin d'encouragement, ont besoin de conseils. J'étais aussi de l'autre côté. Ça signifie j'ai aidé des compagnies à recruter pendant de nombreuses années. Je, je faisais les entretiens, mais dans le sens c'est moi qui posais les questions. D'accord, donc où je triais les CV. Donc j'aimerais vous donner quelques conseils peut-être qui sont en dehors des classiques. Alors bien entendu, le classique c'est il faut venir à l'heure, il faut bien vous habiller, il faut être courtois et tout. Mais honnêtement et très sincèrement, vous seriez choqué du nombre de personnes qui respectent pas les classiques. Vous pouvez dire oui, mais parce que quand vous lisez des sites, vous allez chercher, googler conseils pour chercheurs d'emploi, vous allez trouver plein de blogs et tout qui vous disent arrivez à l'heure. Et là vous dites mais c'est pas possible, pourquoi ils me disent ça? Vous seriez choqué du nombre de personnes qui sont incapables d'arriver à l'heure. Vous seriez choqué du nombre de personnes qui sont incapables d'être courtois, juste courtois, de base, d'accord, avec tout le monde, avec tout le monde. Je vous donne un exemple. Je travaille dans une entreprise où il y avait une personne à la réception, une petite réceptionniste, d'accord, qui est là du matin jusqu'au soir. Elle distribue des cartes d'accès de visiteurs ou autres, d'accord. Elle est devant une sorte de tourniquet où les gens passent. Et puis, cette jeune femme, eh bien, elle était là alors qu'elle avait fait des études supérieures et elle était très calée en informatique et elle rêvait de trouver un poste dans la compagnie, un poste à un autre niveau. Mais elle avait accepté ce poste alimentaire, entre guillemets, juste en attendant. Mais il faut savoir que cette réceptionniste-là, eh ben, très souvent, elle participait à des meetings, elle aidait d'autres équipes et tout ça, dans le but de trouver une place. Et finalement, elle l'a trouvée plus tard. Mais si vous arrivez dans une entreprise et vous êtes odieux avec la réceptionniste, vous savez pas c'est quoi son influence, cette femme-là. Parce que cette réceptionniste, eh bien, elle était dans des meetings avec des managers qui recrutaient. Donc, si quelqu'un arrive, il est odieux avec elle, déjà sa réputation va le précéder, d'accord? Donc ça, c'est vraiment les bases. C'est même pas le but de cette vidéo, mais franchement, c'est des bases très importantes à couvrir. Maintenant, on va un peu plus loin. Vous allez sur LinkedIn, par exemple, ou sur d'autres sites, vous voulez soumettre une demande pour un job. Vous voyez un job qui sort, vous lisez la description, ça correspond dans les grandes lignes à votre profil, et là, soudainement, vous regardez, vous voyez 159 personnes ont envoyé leur demande. Bon, premièrement, pas de panique. Pas de panique du tout, je vais vous dire pourquoi. La majorité des réponses que nous recevons quand nous publions une offre d'emploi sont de la poubelle. Vraiment, c'est de la poubelle. C'est envoyé par des bots, c'est envoyé par des gens qui envoient en masse. Vous savez, il y a des gens, ils sont même pas sincères. Je sais pas pourquoi ils font ça. Alors bon, il y a des raisons. Il y a des raisons, je n'ai pas envie de rentrer dedans. Mais il y a des gens, beaucoup de gens, qui doivent faire semblant de chercher du travail, mais qui sont pas sincèrement en train d'en chercher. Ça veut dire, ils ont un CV, une lettre type, et puis ils passent la journée à clic, envoyer à tout le monde, peu importe, des fois ils lisent même pas l'annonce. Des fois tu regardes le CV, tu dis mais pourquoi la personne a appliqué à ce... Il y a aucune relation, ça n'a rien à voir. Même la lettre de motivation, c'est un truc bidon qui n'a rien à voir, d'accord? Donc, n'ayez pas peur du fait qu'il y a beaucoup de demandeurs. Déjà, ça c'est un premier conseil que je voulais vous donner, de l'intérieur. Vous voyez, ça c'est quelque chose qu'on ne voit pas nécessairement, depuis d'or. Deuxièmement, favoriser, enfin, je vais pas dire favoriser, écoutez, j'ai du mal à formuler ma phrase. Il y a beaucoup de demandeurs qui attendent, des fois impatiemment, rafraîchissent les pages, et dès qu'une annonce sort, ils vont tout de suite sauter dessus. Ils vont tout de suite dire, ah, elle est là, je saute dessus. Je ne vais pas vous dire que c'est un mauvais conseil, ou qu'une mauvaise chose à faire. Je ne peux pas vous dire ça. Je ne suis pas en mesure de vous dire que ça, c'est mauvais. D'accord? Par contre, j'aimerais vous dire, ne dédaignez pas les annonces qui sont là depuis des semaines, voire depuis des mois. Vraiment. Pourquoi? C'est une sorte de mine d'or que personne n'a été exploré. Je vous raconte. Quand une annonce sort, effectivement, on a les bots, on a les spammers, on a les gens qui s'en fichent, tout ça. Bon, ça, vous avez compris. On a aussi des candidats intéressants, mais malheureusement, souvent, leur demande va tomber dans une sorte de flot de CV, de machin et de bruit et tout, de sorte que des recruteurs peuvent la rater. D'accord? Mais il y a pire encore. Il y a l'attitude du recruteur. Le recruteur, ça m'est arrivé d'être en train d'aider une boîte à recruter, publier une annonce. Bon, on a le spam, tout ça.
On arrive là-dedans à trouver 3-4 CV intéressants. On parle aux gars au téléphone. Sur les 3-4, on en fait venir 2 parce qu'ils ont l'air d'être plus intéressants. Ils ont l'air d'être vraiment qualifiés pour le poste. Ils arrivent. On fait l'entretien. Ils sont très bien sous tout rapport. Et après, les responsables du recrutement disent ouais, imaginons que l'annonce a été publiée depuis une semaine. Et on a déjà 2 candidats, franchement, de premier choix. Ouais, mais je suis pas sûr, tu sais, moi je préfère voir un peu plus sur le marché. Oui, c'est vrai, ils sont intéressants, mais tu sais, celui-là, il était un petit peu faible sur tel truc. Ou l'autre, oui, je suis pas sûr si culturellement, il va s'adapter à la compagnie. Ça signifie, on va commencer à leur chercher des poux dans les cheveux, on va commencer à chercher des détails pour pouvoir les éliminer. Tout simplement, ils ont ce syndrome, si vous voulez, c'est le syndrome de celui qui a de la chance. Je te donne un exemple. Tu as 10 000 euros, tu vas acheter une voiture, d'accord? Tu as 10 000 euros, tu vas acheter une voiture d'occasion. Tu arrives sur le marché, tu regardes ta première annonce, tu tombes sur quelqu'un, il dit venez voir, tu viens, tu arrives, waouh, magnifique voiture. Lui, il veut s'en débarrasser parce que, tout simplement, il a besoin d'argent rapidement et tout ça. La voiture est très bien, il n'y a rien de caché, il n'y a pas d'arnaque, il n'y a rien du tout. Juste, il veut vendre la voiture vite. Ouais, d'accord, je vais vous contacter, hein. Ouais, je vais revenir plus tard, je sais pas, je suis pas sûr. Ça arrive souvent. C'est le débutant, c'est celui qui arrive sur le marché qui a un coup de chance. Mais après, il croit que le marché est vraiment comme ça. Il croit que, en rejetant cette offre, cette voiture, par exemple, il y a des milliers comme ça, de toute façon. Et après, il va sur le marché, et puis il trouve pas pour son argent, quelque chose d'aussi bien que ce qu'il a trouvé durant les 2 premières heures. Ça signifie là, le mec, ça fait 3 semaines qu'il cherche, et finalement, il n'a même pas approché ce qu'il a eu durant les 2 premières heures. Alors, il téléphone au vendeur, puis le vendeur lui dit, ouais, mais la voiture est partie déjà, le gars qui est venu après vous, il a acheté. Ah, d'accord, ok. Il y a ceci qu'on trouve chez les employeurs. Ça veut dire qu'au départ, quand il y a de la très bonne qualité qui arrive au départ, ils ont l'impression que, bon, c'est le marché qui est bon, quoi, tu vois, j'ai fait ça, j'ai eu des candidats de bonne qualité, tu sais quoi, j'attends un peu, j'en aurai de meilleurs encore. Ok. Ils continuent. Et après, les jours passent, 1 mois, 2 mois, 3 mois. Les candidats qui ont été refusés au début, quand on les a rappelés, ah oui, je suis désolé parce que moi j'avais des entretiens avec vos concurrents ou une autre boîte et j'ai signé, merci, au revoir. Trop tard, on peut pas revenir en arrière. Après, ce qui va se passer, je vous rajoute un élément de pression. Après, au bout de quelques mois, le poste n'est pas pourvu. Alors qu'est-ce qui se passe? Il y a les ressources humaines qui commencent à contacter les responsables. Ils commencent à dire, oui, le poste là, l'année dernière, vous étiez à genoux là devant nous pour demander un poste. On vous a créé un poste, on vous a bloqué le budget, tout ça, vous n'avez pas recruté. Écoutez, d'accord, je vous donne jusqu'à la fin du mois. Si le poste n'est pas utilisé, s'il reste toujours ouvert dans notre système, je suis désolé, je serai obligé de le retirer, d'accord, parce qu'on a d'autres équipes, on a d'autres endroits où ils veulent des postes. Ils sont vraiment en situation d'urgence, ils veulent recruter. Et là, on vous a laissé un poste ouvert alors que vous n'en avez pas besoin visiblement. D'accord, vous voyez le truc? Alors quand cette pression arrive sur les anciennes annonces qui sont là depuis longtemps, j'ai vu des cas franchement à pleurer vraiment. Vous avez des candidats extraordinaires qui ont été refusés la première semaine de la sortie d'annonce. Vraiment refusés. On leur envoie l'email, nous avons le regret d'eux, alors qu'ils étaient parfaits sur tout rapport. 6 mois plus tard, les managers sont tellement désespérés parce qu'ils veulent pas perdre le poste, qu'ils rentrent dans une logique en se disant, le prochain ou la prochaine qui passe cette porte, il sera recruté. D'accord? Et on arrive plus tard à des situations abracadabrantes où tu as un type qui arrive, il est complètement à la ramasse, tu sais même pas ce qu'il fait ici, et puis l'interview, il va le foirer sur tous les plans, il part, puis le lendemain il reçoit un email, nous avons le plaisir de vous faire une offre et tout ça, et la personne signe un contrat et vient. Pour les recruteurs, pour les managers qui recrutent, ils le font juste pour garder le budget, garder le poste. Ils disent que de toute façon, si le gars qui vient est hyper mauvais, il finira par partir, il finira par dégoûter de lui-même, il partira et on recrutera plus tard dans peut-être un meilleur marché. Mais pour le moment, la seule façon de bloquer le poste, c'est de recruter quelqu'un, peu importe, juste pour qu'il pose les pieds sur ce poste, il l'occupe. Il reçoit le salaire. Pensez aussi une chose. Le manager, lui, l'argent du salaire qui sera versé à quelqu'un d'incompétent, finalement cet argent sortira pas de sa poche, ni de la poche de son père, donc il s'en fiche. Au bout d'un moment, s'il est dans une situation où tactiquement il a besoin de placer quelqu'un là, bon, il prend le premier venu. D'accord? Donc, ok,
ne dédaignez pas les annonces qui sortent. C'est très important de répondre vite aux annonces qui sortent et tout ça. Je vais pas vous dire que c'est une mauvaise idée, d'accord? C'est pas le message. Mais je vous dis, regardez aussi les annonces désespérées. Quand vous voyez des entreprises qui ont publié le même job pendant des semaines et des mois qui est là, c'est qu'il y a une situation de désespoir derrière. Et là, vous avez plus de chances parce qu'il y a moins de candidats qui arrivent, il y a une plus grande flexibilité. Donc, vos chances d'être recruté sont beaucoup plus élevées. D'accord? Ça, c'est important, un message que je voulais vous faire passer dans cette vidéo. Qu'est-ce que je peux vous donner encore comme autre conseil? Je vous donne celui-là, le dernier pour la route. Ne focalisez pas trop sur les détails du poste. Parce que très souvent, regardez, je vous donne un exemple pour qu'on parle, je suis africain, vous savez, donc on va donner un exemple. Imaginons, il y a quelqu'un qui a un budget de 100 000 euros, il va acheter une maison. Il dit, bon, je vais acheter une maison. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Il va dire, oui, alors la maison, j'aimerais qu'elle soit grande, je veux un grand jardin, je veux pas de vis-à-vis, je veux pas de voisins. Si elle avait une piscine, ça serait bien, un garage fermé, ouais, ça serait cool, ça. D'accord? Il va envisager la maison de ses rêves. Maintenant, il va confronter son budget au marché, il va aller vraiment se conforter au marché. Et là, il commence à tomber des nues. Il commence de plus en plus à réaliser que son budget ne va pas du tout approcher ce rêve. Donc progressivement, il va dire, ok, je vais laisser tomber. Bon, laissons tomber le vis-à-vis, c'est pas grave. Vous voyez le jardin. Est-ce que j'ai vraiment besoin de jardin? Non, c'est pas grave, pas de jardin. Le garage, on peut faire sans le garage, dans la rue. De toute façon, il y a toujours de la place dans la rue, c'est pas grave. La piscine, ma foi, la piscine, franchement, est-ce que une baignoire, ça serait suffisant, hein? Pas besoin de piscine, vraiment. D'accord, vous voyez le truc? Il finit par acheter un studio dans une tour, d'accord? Et puis il dit, ouais, c'est génial quand même, un studio, t'as moins de responsabilités, tout ça. Tu sais, une maison, tu peux avoir le toit qui commence à goûter, c'est toi qui dois payer. Ok, vous voyez ce que je veux dire, cette rationalisation vers le bas? Eh ben, les recruteurs, les managers qui recrutent, font aussi cette rationalisation vers le bas. Ça veut dire qu'au départ, ils vont créer, sur leur écran, sur leur ordinateur, ils ont un budget, genre, par exemple, ils ont, je sais pas moi, ils ont 40 000 euros de budget salarial, qui a été débloqué pour eux. Alors ils se disent, voilà, moi ce que je veux, dans l'idéal, et ils commencent à taper, et ils remplissent une annonce. Mais en fait, ce candidat, soit il n'existe pas, parce qu'il vient de le créer eux-mêmes dans leur tête, soit s'il existe, il ne travaillerait pas pour eux pour le budget qu'ils demandent, hein, qu'ils ont. D'accord? Donc, ne focalisez pas trop sur tous les détails du poste. Si j'ai vu des fois j'étais une fois dans une grande compagnie, vraiment une très grande compagnie. Je vais vous donner le nom de la compagnie, Hewlett Packard, HP. D'accord, HP Entreprise, c'est quand même une grosse boîte. Hein. C'est pas une boîte d'amateurs, hein, mais tu sais comment l'annonce a été constituée? Sincèrement, on a eu un manager qui est arrivé. Les gars, j'ai un poste qui s'est ouvert. Qu'est-ce que vous pensez qu'on doit recruter? Quel genre de compétences on a besoin? Alors les gens commencent à dire, ah oui, il faut qu'il fasse du Windows, alors, du réseau, il faut qu'il soit bon en Linux, il faut qu'il se développe, attendez les gars, vous parlez trop vite là, il y a tout le monde qui parle en même temps. Attendez, on va le faire un par un. Ok, toi, qu'est-ce que t'as dit? Ok, et toi, t'as dit quoi? Il commence à taper. Un autre, oui, il faudrait peut-être qu'il parle des langues. Ah oui, les langues, quelle langue idéalement? Ah oui, on voudrait peut-être de l'allemand, peut-être de l'espagnol. Oui, allemand, espagnol. Un autre qui dit français aussi, on rajoute français aussi. Et en fait, le gars là qu'on a créé, il n'est pas de ce monde, d'accord? Et puis il prend l'annonce. Après, au bout d'un moment, il dit non, j'ai plus de place là, j'ai tout rempli, j'arrive plus à rentrer plus. Ok, c'est bon, merci les gars. L'annonce est publiée et tu la vois sur le site et tu te dis waouh, j'arrive même pas. Et finalement, tu sais, le gars qui est recruté, franchement, il arrive à cocher 2 cases dans tout ce truc, plus peut-être une case qu'il arrive à cocher à moitié et il est pris. Ok, c'est comme ça que ça marche. Faut pas trop prendre ces choses au sérieux, il faut oser, il faut pas faire de long shot non plus, hein. S'ils sont en train de recruter un vétérinaire, t'as pas un diplôme de vétérinaire, ça sert à rien, hein, on est d'accord. Mais, ne regarde pas trop les détails, ne te laisse pas bloquer par les détails en disant, parce qu'il y a des candidats, ils sont comme ça. Ils cochent 80% des cases, ils se disent, oula, mais il y a ça, là, ça, j'ai pas, moi. Ils disent, c'est important. Mais moi, ça, je connais pas. Ok, bah, je laisse tomber, je passe la main. Et tu as cette compagnie qui va recruter un candidat qui va peut-être cocher 30% des cases, mais lui, il a osé aller faire la demande. Alors que le candidat qui coche 80% des cases, il se dit non, il manque 20%. D'accord? Il faut oser. N'hésitez pas à oser. Allez-y. Tapez dedans, puis c'est tout. Voilà, mes amis. C'était juste quelques exemples que je voulais vous donner, quelques conseils.
d'accord, de l'intérieur. Et on se voit dans une prochaine vidéo. Et je fais un effort pour ne pas parler avec l'accent suisse, vous savez. J'imite pas l'accent suisse. J'ai vécu longtemps en Suisse, même une bonne partie de mon enfance dans dans le Gros de Vaud. Et voilà, je fais, c'est un accent qui revient des fois quand je fais pas attention. Quand je suis fatigué, ça peut revenir aussi. Ou quand je parle à des Suisses, des fois ils me remettent là-dedans encore. Je fais un effort pour ne pas parler avec cet accent parce que je sais que beaucoup de gens qui ne vivent pas en Suisse ou qui vivent loin sont peut-être un petit peu, ils le trouvent un peu distrayant, d'accord? Alors j'essaye d'éviter, mais c'est pas évident et je le fais pas exprès, d'accord? Merci mes amis, on se voit dans une prochaine vidéo. À très bientôt.